ont fait comme travail colossal pour mettre au pied ce que je vais dire. Et comme je veux avoir une approche positive, et non pas une approche négative, le mot critique m'avait un peu choqué, donc j'ai préféré mettre une BPCO revisitée en 2021. Revisiter en 2021, ça ne veut pas dire que je vais revisiter le Gold de 2021, mais je vais essayer de passer en revue la BPCO à travers les 30 ans qu'elle a vécu, avec peut-être quelques observations, ce qu'il y a de bien, ce qu'on peut réviser, et ce qui est à notre portée, nous praticiens, pour être plus performants au niveau du malade. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? D'abord, ma position, parce que, étant anticonformiste, j'ai toujours, ici même, à Marrakech, à Casa, à Rabat, 2005, 2009, 2011, 2015, donné mes opinions sur le problème, je n'ai pas été très écouté. Et là, on m'a demandé de faire ça, et comme par hasard, au mois d'octobre, au mois de septembre, il y avait le congrès de l'ERS. Et je regardais une information médicale et une annonce médicale. L'information médicale a été faite par un monsieur qui a aujourd'hui opéré ici, qui s'appelle De Gallo, de Grenoble, de la même faculté que moi, et qui avait rapporté les données de l'ERS. Il était rapporteur de l'ERS pour la lettre du pneumologue. Alors je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit BPCO, maladie ou syndrome, il a remis en cause certaines choses. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit. J'ai fait une synthèse de ce qu'il a écrit dans l'éditorial. Il y a des maladies pour lesquelles l'avancée des connaissances scientifiques aboutit à avoir une compréhension de plus en plus claire de la définition, de la physiopathologie, du diagnostic, du pronostic, des modalités de traitement, bref, des maladies pour lesquelles on a le sentiment de comprendre mieux en mieux ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Lui, à travers ça, il avait signifié que c'était de l'asthme. Il parlait de l'asthme. Alors ce qu'il dit après en rouge, il n'est pas certain que ce soit le cas pour la BPCO, les ennuis commencent dès qu'on veut parler de la définition. Et puis il ajoute, ça c'est septembre 2021, mais pour le TVO, faut-il croire le GOL ou faut-il croire le GLI? Le GLI c'est le Global Lung Initiative qui avait modifié l'approche de la normalité de la spirométrie. Ils parlent de la physiopathologie, ils disent que les données de la physiopathologie compliquent un peu les choses. Et puis il parle de l'ésonophilie. Il dit, il y a les éosinophiles, leur rôle dans la physiopathologie de la BPCO est beaucoup moins connu que dans l'asthme, mais leur positionnement en tant que biomarqueur dans la BPCO continue à animer les débats. Il va encore plus loin. Cette complexité contribue probablement au nombre diagnostics inappropriés, et en particulier au diagnostic par excès, surdiagnostic, dont on peut rappeler qu'ils exposent les patients à davantage de risques liés à la prescription inappropriée des traitements de la BPCO. Et puis, derrière ça, je reçois une annonce. Une annonce, pas de n'importe qui, de la SPLF et pas de n'importe quel groupe BPCO auquel j'appartiens. Et regardez ce qu'elle dit l'annonce. Vous avez la première biennale de la BPCO, 17 décembre 2021, et regardez le titre, Mieux comprendre pour innover. Ça fait un quart de siècle qu'on a le GOLD, on a attendu un quart de siècle pour mieux comprendre. C'est qu'il y a au niveau du GOLD quelque chose qui n'en est pas. Alors ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'insatisfaction qui se dégage, malgré l'existence de plusieurs consensus. Alors, il faut croire que ça n'a pas commencé au départ avec le GOLD, ça avait commencé août 95 avec l'ERS, échec. ATS novembre 95, échec. BTS, British Thoracic, décembre 97, échec. Et puis, le GOLD arrive. Alors déjà, la définition n'est pas très juste, parce qu'on dit bronchopneumopathie obstructive. Je connais des bronchites qui sont obstructives, mais je ne connais pas des pneumopathies obstructives. Donc il fallait déjà remanier ça. Édition tous les ans depuis 98. C'est-à-dire que tous les ans, ils sont obligés de remanier ce qu'ils avaient écrit l'année d'avant. Et ce qui est quand même peu satisfaisant pour le praticien. Et ce qui est encore plus grave, c'est que nous enseignons à la fac cela, et vous savez, quand un enseignement à la fac et les filles devient consensuel, on est dans le médico-légal de ce qui a été dit. Donc il faut faire très attention. Et puis regardez tous les pays qui arrivent, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, la Tchécoslovaquie, bon, tous cela ne sont pas satisfaits et remanient. La France fait quelque chose qui est le plus adapté, le groupe GOLD, le groupe BPCO fait quelque chose qui, à mon avis, est proche du bon sens clinique. C'est le seul travail qui est rentable et qui donne aux praticiens une approche qui est beaucoup plus intéressante. Et puis même la Tunisie s'est amusée en 2017 à faire un référentiel pour être différente.
Alors, 2021, Gold, 164 pages, un pavé, et je vous prie de bien vouloir le consulter. Il est écrit en petit, il est mal écrit. On a l'impression qu'il nous offre un livre pour nous dire ne le lisez pas. Il ne déroge pas à la règle non plus, parce qu'il est dans le même cas. Alors, autant de versions, autant de révisions. On est donc dans l'insuffisance du livre, puis il faut le changer, et surtout dans l'insatisfaction du praticien. Parce que personne d'entre nous, malgré ce qui se dit, n'applique ce qui est fait. Alors je me suis dit, dans quelle direction y aller? Est-ce que je dois revisiter la pathologie en dehors de toute directive rigoriste? Ou est-ce que je dois remettre en question le concept dans sa totalité? Et j'ai préféré aller là, parce que ça me paraît plus d'humilité de faire ça que d'aller dans le deuxième sens. Et puis j'ai pas les moyens de réviser le concept. Mais simplement, ça fait 15 ans que je répète ça. BPCO n'est pas une maladie, mais un concept pathologique. C'est pas une maladie, la BPCO. Et c'est là où il y a le problème. Ce n'est pas une maladie, c'est un concept pathologique. Et vous savez, ce schéma, c'est moi qui l'ai fait. Elle a eu une évolution darwinienne. On a commencé par l'observationnel dans les quais de Londres, et puis vous savez que les Anglais sont les champions du monde de l'épidémiologie. Donc ils avaient remarqué, ils nous avaient fait la définition, vous vous rappelez, il faut tousser et cracher pendant 3 mois durant 2 années consécutives. Et puis si vous recevez le malade cette année, vous lui dites attention, revenez l'année prochaine pour devenir bronchitite chronique. Chose qui était impossible. Et puis il y a eu le fonctionnel qui avait déterminé le problème du début. Et puis il y a l'anapathe. En 70, l'anapathe, il y a une dame qui s'appelle Linry qui avait montré qu'il y avait des modifications spéciales à ces patients qui étaient exposés aux nuisances. Et puis la physiopathologie. Et puis, approche thérapeutique, regardez l'année de l'approche thérapeutique, 2000. 2000 parce que juste avant, on avait la mise en place des associations fixes. Donc on était dans l'approche thérapeutique. Alors, concept pathologique, on avait la solution parfaite parce que l'obstruction, on l'avait trouvé un rôle. Maladie individualisée, les problèmes ont commencé à surgir. Alors pourquoi les problèmes ont commencé à surgir? Parce qu'il y avait une hétérogénéité. Regardez les recoupements sur le plan d'obstruction, 11 recoupements. Autant de variantes pathologiques en probabilité, ça fait des centaines de milliers. De l'autre côté, sur le plan physiopathologique, 4 recoupements. La systémique, la neutrophile, la eosinophile et non inflammatoire. Imaginez-vous le nombre de variantes que vous allez avoir. Donc, le concept en soi et la maladie en soi, si c'est un concept, on va aller vers l'obstruction. Mais si c'est une maladie, il faut standardiser une forme type. Alors, c'est ça qu'ils ont eu la difficulté d'avoir la standardisation. Et ils se sont entêtés à se maintenir dans le rôle de la maladie. Alors on est dans un dilemme cornélien entre les Horaces et les Curiaces, mais là mon dilemme était pathologie obstructive, j'ai la solution, maladie individualisée, j'ai des problèmes. Et maintenant on passe aux différents chapitres, on va aller aussi rapidement, définitions qui se cherchent. Première définition, 86, l'ATS. Comment s'intéresser qu'à l'obstruction? L'ATS a dit, bon, c'est grave. Comment elle va se définir? Par des tests anormaux à l'expiration forcée, qui ne changent pas notablement sur une période d'observation de plusieurs mois. Ce qui est tout à fait logique, on est dans l'obstruction. Et puis arrive le Gold en 98, qu'est-ce qu'il ramène? Il ramène des éléments importants. C'est une maladie qui se traite, parce qu'on avait l'avènement des médicaments, c'est une obstruction, elle n'est pas réversible, elle est évolutive et progressive. Il y a la réaction inflammatoire avec les conséquences systémiques. Et vous savez combien de temps on avait mis ici dans la salle et ailleurs, au Maroc et en Tunisie, en train de parler du caractère systémique de la maladie. Et tout ça en réponse à des toxiques inhalés. Et puis 2011, inflammation chronique avec l'obstruction persistante. 2018, tout change. 2021, l'inflammation disparaît. Pourquoi? Parce qu'en 2017, à l'ATS, l'étude Flame avait crié à l'efficacité absolue des bronchodilatateurs. Donc forcément, on a fait disparaître l'inflammation et on s'est retrouvé dans le problème des corticoïdes inhalés. Donc il fallait trouver une porte de sortie avec les eosinophiles, on va en parler. Diversité étiologique, diversité pathogénique, diversité thérapeutique, autant de variantes qui leur posent des problèmes. Et regardez les facteurs de risque, qui sont simples. Mais est-ce que la BPCO du tabac est la même que celle de la biomasse, est la même que celle de la pollution, est la même du professionnel, est la même du domestique? Certainement pas. Chacune a sa propre variante. Donc là, on trouve encore des problèmes à définir.
regardez un peu tous les acteurs qui vont jouer. Vous avez un acteur qui n'existe pas, qui n'existe pas dans les maladies obstructives, c'est le stress oxydatif. C'est lui qui est à la base. Alors, on a l'infection, on a l'inflammation, on a la bronchoconstriction, on a l'emphysème, on a les cellules dendrites, tout y est. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est dans une maladie polyvalente, c'est-à-dire qu'on a essayé de donner à un groupe de pathologies un même nom. Donc, incrimination de plusieurs acteurs, variantes pathologiques multiples. Et c'est comme ça qu'on a les phénotypes cliniques, c'est comme ça qu'on a les phénotypes d'exacerbateurs, c'est comme ça qu'on a le phénotype thérapeutique. Mais en fait, le phénotype thérapeutique n'existe pas. Comme il s'agit de maladies différentes, donc chacun aura une réponse à un traitement. Donc en fait, au lieu de nous faire le tableau ABCD, on a dit nous faire le tableau de la thérapie ciblée. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et puis, l'inflammation eosinophile. On ne sait même pas ici s'il faut donner des corticoïdes. Parce que l'eosinophile, dans son comportement inflammatoire, n'est peut-être pas le même eosinophile que celui de l'asthme. Mais ils le disent ici, eux-mêmes. Que les eosinophiles qui jouent un rôle différent de celui de l'asthme. Donc, en somme, pas une BPCO, plusieurs BPCO. Chaque patient a la sienne. Chaque patient, vous savez, Mme Khattab avait dit tout à l'heure, pour ceux qui ont assisté, chaque asthmatique a sa propre version de l'asthme. Mais ici, chaque BPCO va avoir sa propre version de la maladie. Donc, nécessité d'un suivi multiparamétrique, parce que chacun est différent. Le diagnostic, point d'interrogation, l'approche diagnostique est super. Elle est même excellente. On a des symptômes, on a des facteurs de risque, on va à la spirométrie. Mais est-ce que ce rapport fixe que vous voyez ici, VMS sur CV, post-bronchodilatation, à distance de l'exacerbation, est-ce qu'à lui seul, il a quand même la capacité de diagnostiquer cette maladie aussi complexe? Je ne crois pas. Mais qu'est-ce qu'on diagnostique là? On diagnostique l'obstruction, mais pas la BPCO. Et c'est pour ça que quand vous avez des malades qui ont des VMS, les mêmes ont des comportements différents. Et c'est pour ça qu'on a évincé après le VMS de la classification. Alors, le problème qui se pose, c'est que ces équations de la spirométrie, au départ, elles n'ont pas été établies par la BPCO. Elles ont été établies pour le remboursement des mineurs qui avaient des pathologies professionnelles. C'est pour ça que vous avez des mineurs, ils ont un âge entre 18 et 70 ans. Ça, c'est le délai de présomption. Ils sortent à la retraite soit à 60, mais le délai de présomption de 10 ans. Donc jusqu'à 70 ans. Vous avez des tailles qui étaient les tailles de l'époque. Les femmes, on les a presque poussées à hier. Et puis vous avez la classification du CDC qui, elle, à ce moment-là, avait augmenté un peu l'âge pour trouver une marge d'erreur moins importante. Alors là, on a des limites au niveau de l'âge, au niveau de la taille, au niveau des ethnies, parce que ce travail a été fait sur les caucasiens. Eh bien, regardez un peu ici, quand on voit les limites inférieures du VMS et CV, à partir de 50 ans, vous voyez que la ligne, la courbe, s'infléchit. Ça veut dire qu'on fait trop de faux diagnostics positifs. Et quand on regarde le VMS sur CV qui lui sert pour le diagnostic, quand on est moins de 50 ans, on a peu de marge d'erreur. Mais plus de 50 ans, grande marge d'erreur. Mais les malades de BPCO, ils n'ont pas 20 ans. Ils ont tous plus de 50 ans. Donc on est dans une charge de faux positifs très importante, ce que vous voyez en bleu sur la courbe. C'est pour ça qu'il y a eu le GLI, le Z-score. Alors le Z-score, il a été fait par une association, il a été chapeauté un peu par le LS. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Il a d'intéressant d'abord, c'est qu'il a été fait dans tous les pays du monde, particulièrement en Europe, il y avait 9 pays, il y a 26 pays, 74 000 personnes. Regardez ce qu'il fait. Il a un âge qui va de 3 à 95 ans, et puis il y a 4 ethnies, caucasiennes, noires américaines, nord-est asiatiques, sud-est asiatiques. D'ailleurs, tous les spiromètres que vous avez actuellement qui sont sortis au-delà de 2014, vous avez le Z-score systématiquement. Mais, dans le Golfe, ils avaient juste signalé, mais ils n'ont pas imposé, parce qu'ils ne veulent absolument pas que la spirométrie se perde, parce qu'ils tiennent absolument que le diagnostic se fasse par le généraliste. Donc, on va donner la spirométrie au généraliste pour qu'il fasse le diagnostic. Alors, vous voyez, le Z-score, c'est une valeur sans unité. On prend une marge entre moins 1,644 et plus 1,644. Alors, si vous voulez rester dans le diagnostic, on a ce qu'on appelle un intervalle de confiance de 90%. Si vous voulez faire les dépistages, vous augmentez votre intervalle de confiance, il devient à 95%, la marge d'erreur est de 5%.
D'abord, c'est génial sur le plan statistique. Là, vous n'avez plus à regarder. Si le monsieur ou la dame est sous la cloche, c'est qu'elle est normale. Et puis, ce qui est encore plus simple, c'est que vous avez là le rapport de spirométrie. Regardez ici dans le rapport de spirométrie, lorsque vous avez ce petit point noir ici, qui va aller vers la gauche et toucher cette zone sombre, c'est qu'il est anormal. S'il vient vers la droite et qu'il touche les zones claires, il peut aller même ici, c'est qu'il est surnormal ici, c'est que vous êtes dans la normalité et vous n'avez plus besoin de chercher les chiffres s'il est 60, 40 ou 70. Donc là, avec le Z-score, vous avez une normalité qui est sincère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout banalement que les 80% du VMS et le rapport en question fixe sont obsolètes et que n'est valable maintenant que la limite inférieure déterminée par le Z-score qui permet d'avoir le moins de faux positifs possible. L'approche thérapeutique, voilà comment on était avant 2011. Regardez bien avant 2011. On tenait compte surtout du degré de sévérité qui était lié au VMS. Vous voyez ici une intensité légère, modérée, sévère et très sévère en fonction du VMS. À ce stade-là, voilà ce qu'on avait. On avait 19% qui étaient éligibles au traitement. Et puis, regardez une date, 2011. 2011 correspond un peu à la mise en place sur le marché des ultra-là-bas. En 2011, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé l'outil, on est passé du diagnostic de sévérité par le VMS à l'outil d'évaluation, le ABCD en question. Donc c'est juste en rapport avec les découvertes thérapeutiques. Vous avez vu les ultras là-bas? Donc on met bien sûr un peu de temps pour les mettre en place. Ils ont été mis en 2009-2008, et le temps qu'on fasse l'expérimentation, le temps qu'on fasse les essais, hop, en 2011 tout est prêt, on a fait démarrer le système. Et voilà comment ça se passe. Vous voyez ici ce qu'on a fait. Vous faites le diagnostic. Le diagnostic de sévérité est resté le même. Tu vois, l'évaluation de la limitation du débit. Le VMS est le même, mais on a fait un fameux ABCD. ABCD avec une zone. Regardez un peu les zones comme elles sont. Vous avez une zone de verticale ici, c'est la zone de haut risque. Ici, c'est la zone de bas risque. Ici, vous avez la zone des symptomatiques. Et vous avez ici la zone des asymptomatiques. Alors, je vais vous mettre le tableau pour qu'on puisse le déchiffrer. Voilà ce qu'on avait utilisé. On a utilisé le score modifié du Middle Research Council. Et puis, on avait utilisé ça. Ça qui a été fait par l'équipe de GSK, qu'on appelle le CAT. COPD Assessment Test. C'est l'évaluation test du COPD, qui est un peu un test symptomatique et un peu qualitatif. Et puis voilà ce qu'on nous a dit. Celui qui est symptomatique, il a un CAT de plus de 10, et il a un MRC de plus de 2, et celui qui n'est pas symptomatique, il a moins de 10 et moins de 2. Et regardez, ici, ils ont gardé le 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, mais ils ne mettent plus VMS. En fait, ces données-là correspondent au VMS, moins de 50%, plus de 50%. Donc en fait, les gens qui sont ici, vous savez, qui sont là à haut risque, sont des gens qui ont des débits très faibles. Et les gens qui sont à bas risque sont des gens qui ont des débits qui sont convenants. Donc forcément, on est dans les règles. Mais simplement, dans ce tableau-là, comment expliquer que ce B-là soit plus symptomatique que le C? Tout simplement, le B, c'est quoi? C'est un asymptomatique sur le plan de PCO, mais qui a une comorbidité. Donc il faut s'occuper de sa comorbidité, mais pas de sa BPCO. Et le risque, c'est d'aller le bombarder de bronchodilatateur, au lieu de s'occuper de sa comorbidité. Et avec cette méthode-là, on a 41% éligibles au traitement. Alors, vous voyez un peu à combien on est passé. Et là, vous avez le truc initial. Alors, le truc, je reviendrai peut-être ici pour vous dire que ce que vous voyez, ce tableau-là, c'est un tableau que vous voyez, c'est pas une classification de symptômes, c'est une classification thérapeutique. C'est-à-dire qu'ils ont créé ce ABCD pour pouvoir faire le traitement initial de départ. C'est-à-dire que vous allez pouvoir positionner votre patient en A, B, C, D. Vous allez lui donner le traitement qui va être là. Une fois que vous avez donné ce traitement qui a été ici, vous allez par la suite rentrer dans le cycle d'évaluation
ce qu'on appelle la courbe d'évaluation, qui permet de donner les traitements par la suite qui conviendraient à l'évolution de votre patient. Mais là, quand on essaie de voir est-ce que le score du MMRC, est-ce qu'il est correspondant le 2 au 10? Alors je vais vous montrer ça. Regardez un peu. Le 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas faire d'efforts et qu'il ne peut pas suivre un patient, un compagnon qui marche à la même allure. Et puis hop, on l'a monté là-bas. Il y a un travaux coréen qui a été fait juste en 2013 après. Il montre quoi? Il montre que le MMRC score de 2 correspond à un 4 de 21. Donc à 10, on est trop bas. On est en train de recruter des symptomatiques qui ne le sont pas. Et que le MMRC à 1 correspond à un 4 de 13. Mais eux, au niveau du Gold, l'équipe du Gold a compris ça. Mais nous, on ne le voit pas. Et là, regardez, j'ai mis un petit carré ici, que vous voyez ici, qui est pratiquement illisible sur la répartition. Je vais le grossir, le carré. Regardez le carré en bas, dans le D. Le groupe D, ce sont les 4 supérieurs à 20 qui sont justiciables de traitement. Mais ça, vous ne le voyez pas. Vous le voyez que lorsqu'il faut vraiment mettre une loupe pour voir que c'est le 20 qui est justiciable de traitement. Et puis, quand on essaye de régler, de positionner nos patients avec le MMRC, avec le 4, regardez la distribution. Le D, on passe de 35 à 63%. Quand on voit l'éligibilité au traitement, ici vous avez 42,7% à traiter, ici vous avez 82,5% à traiter. Ça change complètement. À côté de ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce qu'il y a des bonnes choses. Il faut retenir que l'outil d'évaluation, qui n'est pas la classification de sévérité mais thérapeutique, permet le traitement initial. Ça, c'est très bon. On positionne le patient et puis après, hop, on s'occupe d'autre chose. Et voilà ce qu'il faut retenir. On fait le diagnostic, le traitement initial, on fait le management, c'est-à-dire l'initial management pour l'évaluation du patient. Et puis, le traitement étant donné, bien sûr, là-bas, il est donné là, le traitement. La première évaluation, le Gold ABCD. Et puis par la suite, on revoit le patient, on réévalue le patient, on ajuste le traitement pharmacologique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très pertinent, il y a beaucoup de bon sens. Donc il faut le retenir. Voilà, je l'ai grossi là. Il y a les symptômes, la dyspnée. On assesse. Regardez ce qu'on évalue. On évalue les techniques d'utilisation des dispositifs. On évalue quelque chose sur lequel ils n'insistent pas, le non pharmacologique traitement. Et puis on fait soit la désescalade, soit l'escalade, soit on switch complètement. Alors je viens à l'éosinophile maintenant parce que c'est un problème important pour nous. Alors regardez ce qu'ils disent. Ils disent dans le groupe C, pas d'éosinophilie, dans le groupe D, éosinophilie, si vous avez ça, éosinophilie supérieure à 300. Moi, je... 2 minutes. Je vais prendre 5. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Que l'utilisation des corticoïdes inhalés est déterminée en fonction des symptômes de dyspnée et d'exacerbation. Mais tous les patients qui viennent nous voir, là, regardez comment ils le positionnent seul, et là, regardez le positionnement, comment il est. Donc, en fait, dyspnée ou exacerbation, on est contraint. Et ce sont ces malades que nous voyons dans la vraie vie. Ce n'est pas les malades qui ont rien, ils viennent jamais. Et puis voilà ce qu'ils disent biologiquement, ils sont inactifs sur l'inflammation, mais à 50% des personnes, lorsque le VMS est inférieur à 50%, c'est indiqué. Mais pratiquement tous les patients qui viennent nous voir ont un VMS à 50%. Et là, regardez un peu, ne regardez pas la verte, mais regardez l'orange. Ils disent vous pouvez l'utiliser quand il y a une exacerbation modérée par an. Je vais vous montrer une courbe. Il y a 50%, pardon. Il y a 50% des exacerbations qui ne sont pas rapportées par les patients. Donc forcément, tous les malades vont nécessiter la corticothérapie inhalée. Et là, regardez, c'est pour vous dire uniquement qu'ils parlent toujours d'improbablement et probablement, c'est jamais sûr. Et ça, pour vous dire une chose pour notre pratique quotidienne, quand vous avez une réponse aux stéroïdes oraux, quand il y a une hyperactivité bronchique et une réversibilité, ça ne veut pas dire que le patient est répondeur pour les corticoïdes inhalés. Il n'y a pas de relation.
Et voilà ce tableau que j'adore un peu, et vous voyez que ça s'entrecoupe entre les différents groupes. Si ça monte vers l'exacerbation, c'est les corticoïdes inhalés. Si ça va vers la dyspnée, c'est les bronchodilatateurs. Alors, je vais dire 2 mots de ça parce que ça me fait plaisir. Quand on a fait l'étude flemme, qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé les ACOS. Vous vous rappelez de l'ACOS? Et puis, ça a fâché GSK. On a enlevé le S. Pourquoi on a enlevé le S? Pour que les malades d'ACOS soient recrutés dans l'étude. Alors là, on a démontré qu'il n'y avait absolument aucun doute sur l'efficacité du bronchodilateur. Et puis, on a enlevé le S. Ça permet à CO, donc ils sont rentrés dans le groupe, et l'étude d'impact a démontré que les corticoïdes étaient valables sous un sous-groupe de personnes très importantes. Et puis maintenant, on a enlevé la COS. Il n'existe plus sur le nouveau bouquin, vous n'avez plus la COS. C'est terminé. Nouvelle approche en 2 mots, je veux vous dire, la DLCO a une place importante. Ça, il faut le comprendre. Aussi bien sur le plan prédiction que sur le plan pronostic. Et regardez ce qu'ils disent en comparaison parmi les sujets à DLCO APC, 32 ont développé une BPCO. Et puis par la suite, la présence d'une baisse isolée des fumeurs non sevrés représente donc un facteur de risque d'évolution. La DLCO devient un élément important, c'est mentionné. Et puis les nouvelles thérapies d'optimaux, la réduction thermique de volume. Ça c'est très important maintenant, quand elle est isolée, surtout au niveau des lobes supérieurs. Je vais vous montrer la belle radio. On injecte uniquement de la vapeur d'eau. Et regardez ce que ça donne ici. 15 jours après, vous voyez qu'il y a de l'intellectasie, et un jour après, et puis on a là, 15 jours après, on a de la rétraction qui se passe. Il y a une équipe suisse, il y a à peu près une vingtaine d'équipes dans le monde qui font ça. Pour terminer avec cela, la dénervation par radiofréquence, il y a 2 grandes équipes en France. Il y a l'équipe niçoise que connaît Bernard, de Jean-Charles Marquette. Il y a l'équipe de Toulouse qui fait ça. Alors ça, c'est formidable. C'est l'équivalent de la thermoplastie. Pour les réfractaires à l'obstruction, voilà ce qu'on fait. L'objectif est de détruire approximativement 50% des nerfs bronchiques. Là, Brahim aimerait bien ça parce qu'il aime bien l'interventionnel. Vous voyez avant, vous voyez après ce que ça donne. Et ça, c'est une méthode d'avenir pour les bronchopneumatiques chroniques sévères. Alors, ce qu'on ne dit pas assez, c'est le sevrage tabagique, l'activité vaccination, c'est 50% du traitement. Je vous en prie, ça c'est beaucoup plus important que le traitement pharmacologique. Alors, la médecine personnalisée, pourquoi j'en parle? Parce que je pense qu'on va aller vers la thérapie ciblée en matière de BPCO très très bientôt. Alors, je vais clôturer maintenant par des images un peu sympathiques. Si on est dans le concept pathologique obstructif, c'est-à-dire dans le vécu réel de la maladie, si on n'est pas gourmand pour aller loin, on aura au maximum assis entre 2 chaises, avec peut-être le spastique d'un côté et le distendu de l'autre, et on saura s'il faut donner des corticoïdes inhalés ou des bronchodilatateurs. Si, par contre, on veut que ça soit une maladie individualisée, eh ben on aura les pneus entre les 2 rives, et on trouvera du mal à trouver la solution. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ravi Sali. Comme on a dit, il n'y a pas de question parce que le sujet était très intéressant. Personnellement, Ali m'a convaincu pour reprendre mes études de médecine parce que là, ça me fait perdre les neurones. Hein. Merci beaucoup.